Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Joël. Il est animateur radio, il s'occupe aussi d'humoriste. On va tout savoir sur lui, vous allez voir. Bienvenue dans Les Experts, Sébastien. Donc, bonjour à toi. Eh bien, je suis très content d'être là, en tout cas. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Alors, le parcours, ça a été des petites routes nationales. Comme il n'en existe plus dans le domaine de la radio, parce que ça va faire 33 ans que je fais de la radio. J'ai commencé à l'âge de 12 ans dans une petite radio locale qui est à côté de chez moi dans le Val d'Oise, qui a disparu depuis. Et puis après, j'ai continué. Et donc, je n'ai jamais cessé de fréquenter de très près les studios de radio depuis mes 12 ans. Je suis passé par Radio France sur le réseau de France Bleu. Avant ça, je suis passé sur Europe 2 qui est devenu Virgin Radio. Et puis, j'étais faire des petits tours un peu à droite à gauche, comme Media Meeting, qui s'occupe de radio pour entreprises, et le groupe Goom également, qui dans le même état d'esprit. J'avais travaillé pour SNCF, la radio, donc toute la journée, c'était de l'infotrafic et puis de l'information culturelle pour les gens qui étaient connectés sur le site de la SNCF. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est que d'avoir effectivement une bonne présence à la radio ? Comment tu caractérises effectivement un bon animateur radio ? Alors quand j'ai commencé, j'aurais pas pu te répondre à cette question par rapport à celle que je vais te donner aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je considère que c'est la voix qui fait beaucoup en radio. Le ton, évidemment. Alors, tu peux avoir plein de choses à dire, mais tu peux ne pas avoir le ton qu'il faut ou la voix. Et pourquoi je te dis ça, c'est que quand j'ai commencé à 12 ans, j'avais une petite voix, évidemment, j'avais pas encore mué. Donc, j'aurais pas pu te donner cette réponse-là. Et surtout, même, j'avais des problèmes avec la prononciation des S quand j'étais petit. Donc, je pouvais difficilement dire sans sucre ou Starsky Hutch. Donc, malgré tout, ce qui ressort de là, c'est qu'il faut rien lâcher parce que c'est ça que je voulais faire. Et la clé aujourd'hui, je crois que c'est le ton, l'écoute et la voix. Et tu es spécialisé dans quel domaine, dans le domaine de la radio ? Alors, j'étais, par exemple, pendant presque 10 ans sur le réseau de France Bleu où j'ai fait beaucoup de matinales. Je dirais que je suis, par essence, un matinalier. J'aime bien réveiller les gens le matin. Leur apporter, être la première voix du matin quand les gens vont dans la salle de bain, ils savent que à telle heure il y a la météo, ils savent qu'ils sont un peu en retard ou un peu en avance ou pendant le petit-déj, ils connaissent les rendez-vous précis, les horaires. Et moi j'aime bien ce contact-là. Et après totalement antinomique. Et j'adore les émissions de nuit. Voilà. Alors tu vois, c'est vraiment soit réveiller les gens, soit les endormir, mais je suis moins bon au milieu. Je suis moins bon en milieu de matinée ou au cœur de l'après-midi. Et quand tu as commencé à 12 ans, tu as gardé des cassettes de cette époque ? Alors, je dois en avoir. Je ne sais pas où elles sont. Et j'y pensais il n'y a pas longtemps. C'est rigolo que tu me demandes ça parce que Agnès, avec qui je fais la nuit écoute, on parle souvent de mon parcours. Et je lui disais justement que quand j'étais petit, j'avais une voix affreuse à 12 ans à la radio. Et je les retrouve pas, mais je sais que j'en ai. Donc dans ce cas-là, tu sais quoi, je t'enverrai même une copie si tu veux. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Bah tu sais que moi, on a un point commun parce que j'ai commencé à 12 ans également. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre avec la petite table de mixage, le micro, et j'ai gardé cette cassette. J'ai regardé cette cassette et avec ma compagne, on a réécouté il y a pas très très longtemps. Et c'est vrai que ça fait tout drôle de se réécouter à 12 ans. Ah ouais, c'est particulier. Et donc, tu étais où, toi, en Bretagne déjà, à 12 ans ? Non, j'étais dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. D'accord. Ah oui. Au milieu des montagnes. Au milieu des montagnes. Et mon parcours, si tu veux, ça a été rapide. Ça a été effectivement la disco mobile, le disque jockey, la radio. Et après, je suis revenu à la radio, tu vois. D'accord. Mais en tout cas, moi, je sais que quand je ne fais pas de radio ou quand il m'est arrivé parfois de partir d'une antenne et puis de pas savoir trop chez qui j'allais aller ensuite, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu manqué. J'ai jamais été bien dans des périodes un peu transitoires où tu sais pas trop où tu vas aller. C'est vraiment quelque chose au-delà du métier. C'est pour des gens comme toi et comme moi qui avons commencé à 12 ans. C'est une vraie passion et on a envie, voilà. Et moi, j'ai connu, comme toi, certainement l'époque des vinyles qu'on calait avec un 3/4 de tour sur les platines. Ah, j'ai connu les Torrents, moi, comme platine. Ah oui. Il y a eu ça, il y a eu les bandes. Et même à Radio France, quand je suis rentré à Radio France en 2002,
il y avait encore les bandes qui étaient utilisées pour les reportages et les nagras à bandes. Et petite anecdote, quand j'ai été reçu par le responsable du recrutement pour le réseau de France Bleu pour les animateurs, parce qu'à France Bleu, il y a une quarantaine de radios locales dans lesquelles il y a des brigades de remplaçants. Donc il y a les techniciens, les journalistes et les animateurs. Et quand j'ai été reçu, la personne qui m'a reçu m'a dit mais est-ce que vous savez faire du montage sur bande? Nous sommes en 2002 et j'utilisais déjà l'informatique sur les radios où j'avais travaillé précédemment, comme Europe 2 par exemple. On était déjà sur du numérique, on utilisait le DALET, logiciel le DALET, on utilisait déjà en fait la numérisation. Et je ne savais plus monter sur bande, ou je crois ne jamais vraiment l'avoir fait. Et je me suis dit, si je dis non, on va pas m'embaucher. Donc j'ai menti et je dis oui, bien sûr. Et je pense qu'il a pas été dupe, parce qu'il m'a demandé d'aller dans un petit studio et lui faire un petit montage d'un fond de bobino qu'il avait. Et j'ai passé un temps fou et il m'a dit rassurez-vous, on est en train de commencer la numérisation sur le réseau des France Bleu. Et vous serez plus à l'aise qu'avec une paire de ciseaux. Et j'ai quand même été pris, mais il avait compris que je savais pas faire, quoi. C'est rigolo. C'est marrant ça, parce que là aussi tu me rappelles une histoire. Moi j'ai découvert la radio, en fait, Radio France Puy-de-Dôme, qui était l'ancêtre de France Bleu d'Auvergne. Ah oui. Et si tu veux, il y avait une journée porte ouverte. Et c'était les équipes de Sud Radio qui étaient là, et les ex de Sud Radio qui étaient là, et qui invitaient effectivement les gens à découvrir le monde de la radio. Et je voulais être technicien, moi, au départ, de la radio. Donc, je me suis présenté avec mon Walkman que j'avais sur les oreilles. J'avais entendu la petite annonce. Je me présente à la radio. Et puis, au fur et à mesure, j'avais sympathisé avec eux. Je revenais souvent, etc. Et puis, ils m'ont dit un jour, mais tu sais, il y a le Studio 2, là, qui est un studio de secours, qu'on n'utilise pas. Si tu veux l'utiliser, eh ben, on va t'apprendre effectivement le métier de technicien. Et j'ai commencé à monter sur des Studers, moi. Ah ouais, belle anecdote aussi. Ouais, bah ça. Et on perd un peu ça. Tu vois, je trouve la numérisation totale aujourd'hui. Alors attention, c'est super pratique. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. C'est voilà. Mais pour ceux qui ont connu ce que tu viens de nous raconter, c'est vrai que ça crée des souvenirs magiques et des émotions, en fait, d'une certaine façon. Ouais, et puis tu te retrouves dans ce grand studio avec la grande table de mixage, les platines Technics, les SLMK2 de chez Technics, et puis il y avait aussi les Studers qui étaient là. Mais bref, c'était magique pour moi, tu vois, c'était magique. Et le fait de t'écouter, ça me rappelle ça, tu vois, ça me rappelle de l'émotion. Ah ouais, non, c'est des grands moments. Après, tu vois ce que je retiendrai moi à l'heure actuelle de mon parcours, c'est que j'ai travaillé dans une première petite radio, donc il y a 12 ans, qui était une commerciale du Val d'Oise, qui n'était pas une radio associative. Ensuite, je suis allé dans une radio associative quand la première a fermé, dans le Val d'Oise aussi, toujours, Radio Bellovac, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Alternative FM, où là, effectivement, c'est les années 90, la radio a le succès qu'on lui connaît encore, et c'est quand je suis arrivé à Radio France que je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas appris grand-chose, même techniquement, parce que tu parles de la technique, et c'est vrai que quand tu arrives à Radio France, il y a un truc qui est un peu frustrant, c'est que tu as un réalisateur, tu as un technicien, donc tu touches plus les consoles. Néanmoins, tu apprends à faire de l'interview, tu apprends à aller faire du reportage à l'extérieur, tu apprends à faire du montage, enfin tu fais beaucoup de choses différentes. Et j'ai vraiment appris mon métier par l'intermédiaire de Radio France, parce que en fait, par exemple sur Europe 2, j'en garde évidemment de très grands souvenirs, mais avec le recul, on est sur du pouce-disque, ce qu'on appelle du pouce-disque, du flux, et tu parles 3 fois par heure. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, parce qu'ensuite tu apprends à créer des événements, des interviews, et puis tes idées, tu arrives à faire passer tes idées, tu poses des questions, c'est beaucoup plus riche. Et je l'ai vu d'ailleurs l'année dernière en allant faire un remplacement sur Rire et Chanson. J'étais pas stressé du tout, simplement j'étais un peu frustré parce que tu parles 3 fois par heure, 15 secondes, et je me suis dit tu vois, le métier d'animateur radio, si c'est juste pour dire Rire et Chanson, le meilleur du rire dans un instant avec Coluche, et puis la nouveauté, ce sera un tel, et que ça s'arrête là, que t'as un jingle qui te rentre dedans, j'ai pas pris de plaisir, j'étais un petit peu triste.
Ouais, je te comprends, ouais. Je te comprends parce que la radio, c'est aussi la convivialité, c'est discuter avec les gens, c'est la libre antenne. Et d'ailleurs, la libre antenne, toi, tu fais la nuit écoute sur Facebook. Moi, alors je t'ai découvert en fait un soir, comme ça, j'étais en train de me balader sur Facebook sur mon fil d'actualité. Et puis, je suis tombé sur donc la nuit écoute. Et là, tu étais en communication avec un gars de l'Élysée. Je pense que ça va être un gardien de l'Élysée, à mon avis. Oui, oui, oui. Oui, bah, figure-toi qu'il y a 10 jours de ça, on a rappelé l'Élysée parce qu'on voulait savoir. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait eu davantage d'appels lorsque le président a annoncé dans le Parisien qu'il emmerdait les non-vaccinés. Et on est retombé sur le même monsieur que tu as dû entendre le soir où tu nous as découvert, qui était très sympa. Et c'est vrai que la semaine qui a suivi ce que tu as écouté, on avait appelé le ministère de l'Intérieur et on n'avait pas eu le même accueil, donc on était un petit peu déçus. Mais La Nuit Écoute, c'est une émission qui est née sur une motivation qui était liée évidemment au confinement. On avait envie avec Agnès qui co-anime l'émission avec moi de partager des sujets d'actualité avec des moments forts et surtout des témoins à qui on laisse la parole, on laisse parler les gens. Et tu vois, il y a 10 jours de cela, je t'enverrai le lien, on a un médecin qui nous envoyait un SMS et qui a souhaité prendre part à l'émission. Et alors, il a souhaité rester anonyme, mais il avait beaucoup de choses à nous dire et il était très en colère contre les médecins de plateau télé et il nous apporte pas mal d'éléments. Donc, La Nuit Écoute, c'est surtout une émission où on développe des sujets et où on écoute les intervenants qui ont des choses à dire. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et en même temps, toi, tu as un atout, tu le disais tout à l'heure, un animateur radio, c'est une voix. Et tu as cette voix. Cette voix effectivement chaleureuse, cette voix qui vient accompagner l'auditeur, cette voix qui vient en fait dire à l'auditeur confie-toi, raconte-moi quelque chose, raconte-moi une histoire, fais-moi rêver. Oui, mais tu sais, je pense que c'est une question après d'expérience et d'années. Je pense qu'on affûte sa voix parce qu'on apprend à la connaître et à l'appréhender, mais on affûte aussi ses oreilles. Dans les années 90, je faisais une émission, j'étais très jeune, là, j'avais 18-19 ans, je faisais une émission qui s'appelait Le Délirium, qui avait rien à voir, c'était vraiment une libre antenne, un peu comme celle de Maurice Chanvert. Tu te souviens de Maurice? Oui, que j'ai interviewé et qui est passé dans Les Experts, Maurice. Ah, d'accord. Et dans cet état d'esprit, dans les années 90, on devait être en 94 ou 95, le samedi soir, j'avais une émission qui s'appelait Le Délirium, mais ça allait très loin et c'était un peu dans l'état d'esprit de Maurice, c'est-à-dire, si les gens n'avaient rien à dire, je leur raccrochais au nez. Mais tu t'aperçois que ça excite un peu parfois les auditeurs. Ils disent ah ouais mais moi la prochaine fois quand je vais l'appeler, je vais l'intéresser donc je vais pas me faire zapper, etc. Et un jour, je reçois un appel d'un jeune et qui était pas du tout. J'entends qu'il est pas dans le move des auditeurs que j'avais d'habitude. Et je me dis c'est bizarre. Un jeune qui appelle pour dire qu'il est content d'écouter l'émission, que voilà, il avait l'air de dire qu'il aimait bien ce que je faisais, tout ça, mais ça c'est pas important. J'ai ressenti dans l'écoute qu'il y avait un problème. Et figure-toi que ce jeune homme, je me dis, il y a vraiment un souci. Et on le prend hors antenne et il nous explique que, en fait, il nous avait téléphoné parce qu'il voulait se suicider et qu'il voulait parler pour la dernière fois à quelqu'un. Et qu'on allait être les dernières personnes à qui il parlait. Et donc, j'avais quelqu'un qui était avec moi, qui était véhiculé, qui était pas trop loin. Et on a réussi en discutant à avoir son adresse. On a été le chercher chez lui. Il est venu à la radio. Il a fini l'émission avec nous. Ensuite, on a été boire un verre à l'extérieur, tout ça. Et j'ai de temps en temps de ses nouvelles. Il allait vraiment pas bien ce soir-là. Et j'ai entendu ça. J'ai entendu, tu vois, tout ce qui c'est pas obligatoirement verbal, mais dans le ton et la façon de parler dans cette émission. Alors, je dis pas qu'on lui a sauvé la vie, mais presque. Et il donne des nouvelles de temps en temps. Et tu vois, ça date de, je veux dire, 95 ou 96. Ah, une belle histoire radiophonique. Maurice, oui, je me rappelle, moi, il était sur Skyrock, il a été sur WeFM, et c'était le fameux qui va là, je te prie. Ah bah oui, qui va là, je te prie, et surtout cette ambiance là derrière. C'est très américain. Par exemple, ce qui est rigolo, c'est que l'un de mes films préférés s'appelle Talk Radio. Je sais pas si tu connais. Ah oui, film, j'allais t'en parler. Là tu me devances parce que j'allais t'en parler justement avec Barry Champlain. C'est un film d'Oliver Stone, je crois. Oliver Stone, un film de 1988, qui est l'année
C'est rigolo parce que le hasard fait que c'est l'année durant laquelle j'ai commencé à faire de la radio en 88. Et c'est vrai que c'est un film intéressant parce que tu t'aperçois que la libre antenne, avec justement la possibilité de donner, que l'animateur donne son propre avis, s'engage même politiquement ou donne vraiment son avis sur le fait qu'un auditeur derrière son téléphone ne lui convient pas par rapport à sa façon de penser. C'est aujourd'hui finalement intéressant comme film parce qu'on s'aperçoit que la radio a changé, elle s'est aseptisée et qu'on n'a plus de personnages comme Barry Champlain ou comme Maurice aujourd'hui en France qui est parti finalement faire de la radio sur le net et il est parti aux États-Unis. Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que Talk Radio, en fait, c'est un animateur radio qui a une très grosse audience. C'est-à-dire qu'il est couplé à toutes les grosses villes américaines. Et il va avoir effectivement des gens qui vont l'appeler, bien évidemment, et il y a des gens qui sont remontés à l'antenne. Donc, on ne dit pas comment ça se termine, mais c'est un super film à voir, c'est clair. Talk Radio, ouais. Ah oui, très très bon film. Très très bon film sur la radio. Il y en a un autre aussi qui était très très bien, alors je me rappelle plus du titre, c'était un jeune qui était dans un lycée. Et il monte une radio dans le lycée et il se fait avoir à la fin parce qu'il détecte effectivement l'émetteur. Je sais plus comment. Ah ouais, je sais plus comment s'appelle ce film, mais il était géant aussi. Alors dès que tu le retrouves, tu me rappelles parce que je pense ça ne me parle pas, donc j'aimerais bien le voir. Ouais, c'est un jeune ado qui est dans une école américaine et en fait il monte une radio parce que il veut séduire une fille qu'il a vue et ce gars-là il est extrêmement timide, mais par contre quand il est à l'antenne il est plus du tout timide. Ah, c'est peut-être Pump Up the Volume. Ouais, c'est ça, Pop Up the Volume. Voilà, exact. Et oui, voilà, si, très bon film aussi, ouais. Ah je vois qu'on a les mêmes références. Alors après, il y en a un que j'avais pas vu et qui est passé il y a pas longtemps à la télévision, qui est Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean-Yann. Ah oui, avec Gérard Cyr. Exact, sur le monde de la radio. Alors, j'ai pas pris de plaisir. J'ai trouvé que ça avait très mal vieilli, mais le message qui est derrière est intéressant. Où on voit que la radio, elle change son logo, elle change son mobilier selon les tendances du moment. Et voilà, ça c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des films comme ça qui ont un peu mal vieilli et j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a un film également de Jean-Yann que j'adore, c'est Moyen d'avoir des sous, qui explique un petit peu la tendance des syndicats et puis la politique, le fait que les syndicats soient politisés et autres. Et on retrouve les mêmes acteurs, Michel Serrault, Daniel Prévost, etc. quoi. Très bon film aussi. Très bon film. Après, dans la nouvelle génération, dans les films qui sont liés à la radio, il y a le film qui s'appelle Partie intime, qui reprend la vie d'Howard Stern. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Alors Partie intime, c'est intéressant parce que c'est tourné sous forme d'une comédie. C'est sur la vie d'Howard Stern. Donc beaucoup se sont inspirés en France, et en particulier Arthur. Arthur, à l'époque d'Arthur, l'animateur le plus con de la bande FM, s'est beaucoup inspiré d'Howard Stern et qui continue à être une véritable star à la radio aux États-Unis. Et le film est intéressant parce qu'on voit que c'est un loser, que son père faisait partie d'une radio presque d'État, spécialement liée à l'information. Et dans le cadre de ce film, on voit que il ne lâche rien, il est provoquant, il va loin, il parle de sa vie privée. À un moment donné, il annonce qu'il va être papa, que sa femme est enceinte, et puis elle a perdu l'enfant. Le lendemain, il arrive à la radio, il y a une mise en scène avec la voix de Dieu qui est derrière. Howard, tu as perdu ton fils. Et lui, il dit oui, mais parce que mon sperme est mauvais, etc. Et sa femme écoute la radio dans la voiture avec son employeur. Et la personne sait que c'est son mari et lui dit mais c'est votre mari qui a la radio? Oui, mais vous savez, c'est que son métier. Parce qu'il va très loin. Et c'est vrai que beaucoup se sont inspirés de Howard Stern et en particulier Arthur à ses débuts, quoi. Donc c'est un film à voir, ça s'appelle Partie intime et c'est sur la vie de Howard Stern. Ah ça je vais le regarder. Il y a un film aussi que j'ai adoré, c'est Good Morning Vietnam avec Adrian Cronauer, Robin Williams. Oui, bien sûr le Good Morning. Tiens, je t'invite à le faire. C'est un Good Morning Vietnam. Comme t'es face à un micro, je veux bien t'entendre le faire. Good Morning Vietnam. Bien. Excellent. Ouais, écoute, voilà, il fallait au moins en passer par là. Bravo.
je te félicite. Mais oui, il y a des bonnes références de films comme ça pour ceux qui aiment la radio et le cinéma. C'est clair que vous avez passé de bons moments, quoi. Alors Ouais, j'en reviens également à ton autre casquette. Tu es en fait aussi un producteur puisque tu t'occupes d'humoriste. Oui, alors ça c'est pareil. Les années passent, on vieillit. Et j'ai commencé à m'occuper d'artistes humoristes. J'avais 21, 22 ans. C'est le hasard qui fait que j'avais un ami opticien qui avait été dans une soirée où quelqu'un lui avait proposé de devenir producteur en pensant que tous les opticiens étaient blindés, fortunés, ce qui est pas faux. Et cet ami opticien s'est dit super, si ça me permet de toucher un peu l'univers du spectacle, j'y vais. Et puis donc il commence à se lancer dans la production de spectacles. Moi, il me connaissait comme animateur radio, client et animateur radio. Et un jour, il me dit tiens Sébastien, je suis en train de changer d'activité. En tout cas, j'en ai une nouvelle casquette. Je suis producteur. Est-ce que tu pourrais venir voir le spectacle et me donner des conseils pour faire venir du monde? Parce que on est au Palais des Glaces. Le Palais des Glaces à Paris, c'est une grande salle. Il y a une petite salle, mais lui avait la grande salle du Palais des Glaces qui était gérée par Jimmy Levy à l'époque. Et moi, je lui dis, mais moi, je suis animateur radio seulement. Je connais pas ce milieu. Mais quand même. Et donc, j'y vais. Et je me dis, tiens, c'est intéressant le spectacle. Aller dans les coulisses, voir un artiste sur scène, s'occuper de lui. Et à partir de là, et depuis cette année-là, donc ça date de 96, 97, je m'occupe d'humoriste. Alors, j'ai collaboré avec Juste pour rire pendant quelques années. Et j'ai monté un plateau humour qui était à Paris. J'avais un QG qui était dans le 5e arrondissement, chez Matana. Et je salue d'ailleurs Paul de chez Matana qui a fermé juste avant la crise du Covid et qui en même temps vient de prendre sa retraite. Mais j'ai dû faire passer à peu près plus de 600 artistes sur scène en découverte. Donc je dirais plus que je suis découvreur de talent que producteur. J'ai eu à ses débuts par exemple Kev Adams, parce que c'est vrai que pour la jeune génération ça parle. Mais il y a Kian Kojandi qui a fait Bref sur Canal+, il y a les Décaféinés qui sont nés sur mon plateau humour. Donc moi, mon job depuis 20 ans, c'est de découvrir des jeunes talents et puis de les aider à développer leur spectacle. Si tu as besoin de les faire passer dans les experts, ça sera avec grand plaisir que je les interviewerai. Avec grand plaisir, bien sûr, bien sûr. Alors, on parle effectivement radio, mais il y a un élément qu'on n'a pas soulevé, c'est la radio du net. Est-ce que tu as eu envie de créer ta propre web radio, ou ce qu'on appelle les radios digitales maintenant? Alors non. Dans ma tête, j'ai un vrai problème avec la web radio. Moi, je suis issu de la FM. Toi, tu as connu la FM aussi. Et pour moi, la web radio, depuis très longtemps, ce n'est pas de la radio. Alors pourquoi ? Parce que j'ai deux problèmes. Le premier problème, ce sont les radios locales associatives à travers la France qui disparaissent de plus en plus et ça fait évidemment beaucoup de peine parce que ce qui a permis à des gens comme toi et moi de commencer la radio dans les années 80-90, c'était justement les radios locales. Mais il s'avère que les radios locales associatives dans l'histoire n'ont pas envie d'évoluer pour la plupart, n'ont pas envie d'améliorer leurs conditions techniques et de fabriquer des programmes. Il y a une certaine anarchie dans les radios locales associatives. Et d'ailleurs, la radio dans laquelle j'étais, qui était Radio Belovac, qui est devenue Alternative FM, qui existe encore, mais qui est quasiment en mode léthargique, me pose problème. Et pour moi, la web radio, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se prennent, pour beaucoup, si les radios ne sont pas gérées par des professionnels, en tout cas pour les amateurs, ce sont des radios, je trouve, où beaucoup de gens se prennent au sérieux et ne veulent pas apprendre les bases, ne travaillent pas vraiment la qualité de leur habillage, sans que ça leur coûte trop cher. Mais voilà. Et pour moi, c'est compliqué. Donc là, la web radio ne m'intéresse pas du tout et depuis toujours. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le podcast. On voit que le vrai boom aujourd'hui qui est né de la radio, c'est le podcast. Donc c'est le programme enregistré en mode radio, donc soit du natif, création de podcast pur, ou des émissions qui existent, qui sont diffusées et qui ensuite sont à la disposition du public, comme la nuit écoute. On l'a fait sur les réseaux. On passe en même temps sur YouTube, sur
Facebook, sur Twitch. On passe également sur Twitter en direct le soir. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique le podcast autour de l'invité principal. Voilà. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, tu nous as entendu appeler l'Élysée, tout ça, je le mets pas en podcast parce que ça reste du divertissement et c'est pas l'ADN de notre émission. Ce qu'on met en podcast, c'est finalement le fruit de la réflexion qu'on a eue le soir avec l'invité qui était avec nous et qui a développé ses idées, qu'il est venu défendre dans notre émission. Donc moi, la web radio ne m'intéresse pas du tout et depuis le début d'ailleurs. Alors, quels ont été tes mentors dans le domaine de la radio ? Ah ouais, ça c'est. J'ai eu moi quand je suis arrivé Arthur. Arthur m'a beaucoup marqué. J'étais même très 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 fan gamin quand j'ai commencé la radio d'Arthur. C'est ce qui m'a beaucoup motivé au début. Et ensuite il y a un grand écart parce que qu'en grandissant, je veux dire que j'ai découvert des gens comme José et Arthur, hein, et encore le mot Arthur dedans, mais José et Arthur. Le Pop Club. Le Pop Club sur Inter. Et puis, des émissions de nuit. Georges Lang sur RTL, c'est magique, tu vois, c'est des voix. Maurice, que je trouvais intéressant à écouter. J'ai jamais eu envie d'appeler Maurice parce que moi, j'avais rien à lui dire. J'avais juste envie d'entendre son émission. Et puis j'ai été marqué par l'époque de Super Nana sur Skyrock, entouré du Prince de Hénin et de Laurent Petit-Guillaume. C'est ce qui a marqué un petit peu les années où j'étais à fond dans l'écoute de la radio. Et puis là, il y avait une émission il y a pas longtemps sur Jean-Luc Delarue. Et Jean-Luc Delarue qui faisait les matinales sur Europe 1, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Moi, je devais avoir 17-18 ans à l'époque où Jean-Luc Delarue faisait les matinales. Il y avait cette voix, il y avait ce ton, il y avait cette rythmique que dégageait Jean-Luc Delarue. Donc voilà un peu le panel, tu vois, des gens qui ont tourné un peu dans ma tête et qui me donnaient parfois des envies, tu vois, de modifier. Moi, je sais que l'époque où j'écoutais Delarue à la radio, quand j'étais au micro et que je pensais dire des choses intéressantes, j'essayais d'avoir un ton un peu à la Delarue, voilà. Ah ouais, Jean-Luc Delarue avec Pascal Clark. Eh oui, Pascal Clark, là aussi, tu me lances sur un. Moi, j'adore Pascal Clark. J'ai même une adoration pour Pascal Clark, qui d'ailleurs là a quitté les antennes. Ils font en aparté à nouveau à la télévision. Ils ont pris une autre journaliste que Pascal Clark, ils lui ont pas proposé. Mais elle s'est lancée dans une entreprise où justement elle fabrique de la radio où on parle. Elle fabrique du podcast avec du contenu informatif. Elle a monté une agence de communication qui ne fait que du podcast et elle met en avant un travail qui est formidable. Je ne sais pas si tu connais la société qu'elle a montée. Non, je connais pas cette agence, mais par contre, j'irai voir. Et c'est génial. Moi, je trouve que c'est une leçon. C'est-à-dire que j'estime que elle a dû se dire que la radio changeait et que ça lui convenait plus. Et elle s'est dit, en numérique, les gens aujourd'hui, et c'est pour ça que je te parlais du podcast, les gens sont à fond podcast aujourd'hui. C'est ce qui fonctionne. Et donc, elle a monté sa structure, ça fonctionne bien. Et elle recrute d'ailleurs des gens qui proposent de faire du contenu sur sa structure. Et tu as des reportages incroyables où là, on privilégie à fond les ambiances, les bruits de rue. Enfin, tu vois, si on va interroger quelqu'un dans un magasin, on demande pas à ce que personne ne fasse de bruit. On entend la caisse, on entend les gens parler. C'est génial. C'est aussi un travail de prise de son qui est importante. Où aujourd'hui c'est un peu aseptisé. Là, elle prône vraiment les reportages comme on peut en entendre beaucoup, par exemple sur France Culture encore aujourd'hui, quoi. Oui, ou Arte Radio. Ou, tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que le contenu c'est important. Alors, ce que je fais aussi à côté depuis des années aussi, c'est des ateliers radio pour les ados. Sympa, ça, ouais. C'est un truc. Ouais, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que
ça permet, de faire découvrir aux jeunes, bon, évidemment, le monde de la radio, mais pas seulement, c'est aussi un outil, la radio, on n'y pense jamais vraiment assez, mais qui permet quand même de mieux appréhender la prise de parole et de pouvoir entendre avec sa voix et défendre ses idées par le biais de sa voix, mais toujours avec une notion d'écriture, de préparation pour bien mettre en avant ce qu'on a à dire. Et pour les ados, c'est important parce que beaucoup se retrouvent dans des situations où le vocabulaire est assez réduit. Et quand tu poses une question à un jeune et que tu dis non mais développe, parce que j'ai envie de comprendre ce que tu dis, dans ces ateliers-là, au fur et à mesure, ça dépend du temps qu'on a à passer avec eux, mais ça se passe super bien parce que ils s'entendent, ils échangent, certains apportent des idées à d'autres, et donc à chaque fois c'est d'abord positif et c'est riche dans les deux sens parce que on a affaire à des jeunes ados, voire parfois un peu plus jeunes, et ça permet quand même de prendre la température de la société et de ces jeunes qui sont d'une certaine façon l'avenir de notre pays, sur les idées qu'ils ont et la façon qu'ils ont de les amener. Ça me rappelle Roland Dordain qui avait créé France Inter, et en fait dans son bouquin Un roman de la radio, il en parle, il dit effectivement en fait je crée aussi des enfants d'Inter, et les enfants d'Inter c'était la relève l'été, ils permettaient effectivement à des animateurs et animatrices radio de pouvoir montrer ce qu'ils avaient un petit peu dans le ventre et voir s'ils pouvaient intégrer effectivement la grille d'Inter. Ah oui, c'est important. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, sont beaucoup plus proches de la nouvelle technologie qu'on a pu l'être, mais en particulier avec des vidéos éphémères sur des réseaux comme TikTok, où tout est relativement futile. Il n'y a pas un jeune qui prend sa caméra pour dire voilà ce que je pense de telle question ou tel problème. C'est souvent des petites conneries qui sont filmées. Là, d'un seul coup, tu les confrontes à eux-mêmes, quoi, avec une question de société. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et donc, j'ai l'impression qu'on demande de moins en moins aux jeunes leur avis sur les sujets de société, et sur des ateliers radio, ça permet de développer, puis même d'avancer et d'éclairer même la réflexion des adultes. Tout à fait. Allez, je vais te poser la dernière question des experts. C'est la question effectivement que les gens attendent. C'est la question marqueur des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Voilà, ça les amuse. Ah, ça amuse qui, tes auditeurs Mes auditeurs, mon audience, ouais. Alors, écoute, moi je trouve tout simplement que tu es très avenant, t'es vraiment à l'écoute. D'ailleurs, je vais même te dire, je pense que j'ai trop parlé et que tu es vraiment à l'écoute, parce que tu aurais pu me couper la parole bien plus souvent que ça. D'ailleurs, tu ne l'as pas fait. Et je trouve cette interview très agréable. D'ailleurs, je demande à ton public de t'applaudir. Voilà. Bravo. Merci, bravo. C'était Sébastien Joël qui était dans les experts, animateur radio et donc découvreur de talent pour les humoristes. Allez voir effectivement ce qu'il fait sur Facebook, ça s'appelle la Nuit Écoute. Et c'est accompagné aussi de cette personne qui travaille avec toi, cette dame. Oui, Agnès. Agnès, voilà, qu'on embrasse et qu'on salue. Je vais lui transmettre. Dès que je la vois, je lui transmets. Avec plaisir. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Voilà, contact@libre-antenne.fr. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de partager cette interview à vos amis, à vos contacts, et également si c'est sur YouTube, parce que on est aussi sur YouTube, de mettre un petit pouce et puis de vous abonner à la chaîne, et bien sûr aussi donc de laisser des commentaires. Voilà. Merci Sébastien, ne quitte pas, je te retrouve.